Marie-Noël! Marie-Noël! On va faire un AVC. J'ai comme 3-4 caillots de sang là, qui sont en train de se former dans mes veines là, présentement. Là. Ça va tout me remonter au cerveau d'un coup. Fais pas un AVC, je trouverais ça super lourd. Ça serait vraiment comme désagréable pour tout le monde que tu fasses ça. Poor you! Genre, gros manque d'attention. J'entends un petit peu de chipmunk, là. Ouais. Ben oui, gros manque d'attention si tu fais un AVC là dans le studio. Je peux pas dire ça, attends, faut que je touche du bois d'un coup que t'en fais un. Puis d'un coup, j'ai dit ça. Puis d'un coup, c'est ça la dernière chose. Ben, écoute, what can I say except for I love... Je suis un tragédien dans l'âme, puis tout ce que je souhaite faire, c'est... C'est sûr, c'est de même que tu veux quitter ça. Convulser sur un plancher, puis que tout le monde puisse me voir convulser. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Vin Nature. Et aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce qu'on a la chance, en fait, de recevoir nous-mêmes. Mais c'est-à-dire, en fait, que je reçois Jérémy pour son personnage d'Hildegarde, pour qu'on puisse prendre le temps de vraiment apprendre à la connaître, savoir c'était comment pour Jérémy de jouer ce perso-là. Donc aujourd'hui, c'est un petit épisode spécial, juste nous deux, pour souligner le travail de Jérémy. Puis, ben, écoute, aussi, on va se le dire, là, c'est une façon... c'est simplement qu'on s'assume. Là. On assume enfin que depuis le début, Vin Nature, it's about us. Ouais, mais watch out, parce que là, c'est just about you. Is it? It is. OK. Fait qu'il va m'en falloir un épisode aussi. Think about that. I'm gonna think about it. OK. I'm gonna think about it. OK. 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 Mais ça va me faire tellement plaisir de parler d'Hildegarde. Écoute, ça a été... je pense qu'effectivement, j'aimerais prendre le temps de faire un petit farewell party. J'ai tellement aimé ce personnage. Elle me manque beaucoup. Puis je pense que ça va m'aider. Ben, hey, on s'attache à ces petites bêtes-là. Hein? Ben oui. C'est fou, c'est ben comme des chiens. Mais c'est ça, ça a été un peu une fin subite. Ben, bref, je suis très content. I'm happy to be here. I'm happy to be here. I'm happy to have my little time for myself. Yes. So, parfait. Fait qu'on va commencer avec les questions dans un instant. Eh bien, bonjour Jérémy. Bonjour Liliana. Hey, je suis contente de te recevoir pour cette entrevue. Je me sens très étrange que tu me reçoives pour cette entrevue, mais en même temps, je m'en réjouis. C'est le fun d'avoir un petit moment, un petit moment dédié à moi, à ma petite personne. Oui, enjoy it. You're the star of this episode. Ouh. Je suis là pour te servir. Thank you. Pour une fois. Donc là, Hildegarde, un super beau personnage que tu as incarné, que tu as écrit dans l'épisode, dans l'émission avec les rescapés de Lox. Tu as été là combien d'épisodes en tout? Hildegarde est entré en jeu dans l'épisode 12, si je ne me souviens pas, et son chemin a pris fin à l'épisode 20, à la fin du chapitre 2. Donc, un total de... 8 épisodes. 8 épisodes, ouais. OK, wow. Ouais. Mais je pense qu'on peut le souligner, c'est un personnage extrêmement attachant. Merci. Très drôle, un peu confrontante dans ses manières d'être, mais je pense que tout le monde s'y est vraiment attaché. Fait que je pense que c'est ce qui fait que ça mérite vraiment un épisode complet juste pour elle, juste pour toi. Je suis content, je sens effectivement que je suis content qu'elle ait fait son chemin dans le cœur des gens. Elle a certainement fait son chemin dans le mien. Puis oui, non, je suis content de pouvoir... j'ai pas encore fini mon deuil. Puis... Mais c'est tout frais encore. C'est encore... Non, c'est drôle, ça fait... Tu sais, parce que on a un horaire qui est un peu décalé, donc pour moi, ça fait déjà quelques semaines que c'est fini, mais c'est effectivement encore un peu frais dans la mémoire. Fait que oui. Ben, si on revenait au début d'Hildegarde, qu'est-ce que tu dirais
dans ton moment où tu es en train d'écrire le personnage, parce que tu as travaillé sur plusieurs semaines sur ce personnage, quelles étaient tes plus grandes inspirations pour Hildegarde? En fait, tout a commencé par un défi que je voulais me donner. En fait, c'est drôle, mais je pense que beaucoup de personnages commencent par des défis pour beaucoup de joueurs, en fait. En fait, ça a commencé avec le défi de... Parce que depuis... Je joue à Donjons Dragons depuis que... j'ai arrêté pendant un temps, mais je jouais quand j'étais adolescent, puis enfant. Et j'ai toujours eu tendance à plus aller vers des personnages qui étaient dans la magie. Elle l'était aussi, mais c'était un beau compromis. Je voulais que ce soit quelqu'un qui était plus dans le physique, dans l'armure, puis le clang-clang, le tank, puis tout ça. Aussi, je voulais... parce que... étrange choisir qu'un de mes plus grands défis en tant qu'acteur, c'est l'accent québécois. OK. C'est très drôle, mais ça, malgré que je suis québécois, que mon père est québécois, ma mère est anglophone, fille d'immigrante, mais pour une raison qui m'échappe, les accents québécois, ça me vient moins naturellement. Mais on pourrait dire que je parle avec un accent québécois présentement, mais en même temps, non. C'est comme un français soutenu, je trouve. C'est ça. Comme un québécois soutenu, mettons. Puis je le prends, c'est moi. Mais c'est ça, puis je voulais me donner ce défi-là. Fait que ça a commencé par là, un défi, un petit défi personnel de jeu. Puis ensuite, j'avais je voulais que ce soit une personne de noblesse, mais qui était complètement en même temps... qui en même temps incarnait tout le contraire. Donc, tu sais, avoir quelqu'un qui a un titre ou qui vient d'un background de grandiose et de royauté et de noblesse, mais qui en même temps parlait comme un habitant. Et donc à un moment donné, il m'est premièrement apparu une femme aux cheveux longs, roux. Puis qu'au début, je voulais que qu'elle ait une apparence très noble, mais qu'on soit comme frappé par le contraste de son franc-parler. Mais finalement, j'ai écouté des podcasts d'histoire, puis bien sûr, j'ai écouté un podcast sur Jeanne d'Arc, de toute évidence, et puis j'ai été très surpris. En fait, je sais pas si tu savais, mais Jeanne d'Arc avait 16 ans quand elle a mené les Français contre les Anglais. Oui, je pensais qu'elle était peut-être comme dans la vingtaine. C'était une adolescente. Mi-vingtaine. Bref, ça puis bien sûr, Brienne of Tarth, puis toutes ces figures de guerrières ou guerriers. Je me suis aussi beaucoup inspiré de Christine de Suède, Christine la Reine Garçon, qui est une pièce de Michel Bouchard que j'ai joué dedans, mais qui la pièce a été cancellée parce que c'était 2020, puis c'était à l'école, puis tout ça. Mais bref, voilà, donc beaucoup de figures historiques. Puis oui, c'est ça, fait qu'il y avait un mélange je voulais... Parce que c'est drôle, mais depuis que je suis tout petit aussi, une dernière chose, j'ai toujours aimé jouer des personnages féminins. Dans mes jeux de rôle, j'ai toujours voulu jouer les princesses guerrières, les guerrières avec les arcs à flèches, puis les magiciennes, puis tout ça. Je pense que je me suis toujours beaucoup identifié au puissant, à la force des femmes, puis les héroïnes, plus que les héros, en fait. Puis Hildegarde a été un peu un compromis que je me suis donné, parce que, aussi au niveau du genre... c'est ça, son genre était... tu l'as présenté sans assurer quel était son genre. Exactement. Oui, puis donc... Hildegarde était une femme, s'identifiait comme telle, mais si
elle faisait partie de notre monde aujourd'hui. Je pense qu'elle s'identifierait probablement comme étant genderqueer dans la fluidité du genre. Ouais. Si jamais on la méprenait pour un homme, elle ne s'en offusquerait pas. Au contraire, elle s'amuserait avec la chose. Puis, donc voilà. Mais j'ai trouvé ça cool aussi que tu présentes un personnage qui n'est pas par défaut identifié dès le début ou déterminé dès le début par son genre, parce que tu sais, je pense que ça permet à des gens à la maison de relate à ce personnage-là. Oui. Des gens qui vivent une réalité comme ça fait comme ah, OK, on fait un perso que quand on décrit le personnage, il n'est pas comme expliqué par son genre dès le départ. Voilà. Ben, et que ça n'a pas d'impact direct sur qui on est, qui la personne est et comment qu'on apprend à la connaître. Ben, oui. Je suis content que tu l'aies soulevé, effectivement. Ben, en fait, c'est que je voulais que... Ben j'ai constaté en fait que le genre d'Hildegard est resté flou, même plus tard dans la campagne, parce que on a sur Discord un petit chat entre Patreon et il y a eu une discussion sur le genre d'Hildegard pendant un petit temps, puis j'étais très content. J'étais très content parce que je voulais un personnage justement qui soulevait justement le questionnement de l'identité de genre, mais je pense qu'Hildegard ne se questionnait pas vraiment. Je pense que elle qu'elle avait sa vérité de autant apprécier les rôles genrés des femmes et des hommes et de jouer avec ça. Puis elle ne se posait pas pour autant des questions. Elle avait pas des livres ou disons du contenu pour venir soutenir sa réflexion non plus. Mais je voulais explorer ça. C'est très cool, bien joué. Merci. Qu'est-ce que tu dirais que t'aimais le plus chez Hildegard? Autant en tant qu'acteur qu'en tant qu'individu. Quelles sont ses qualités que t'aimais le plus, puis qu'est-ce que t'aimais le plus jouer de chez elle? C'est peut-être moins vu à quel point, au point où je l'aurais souhaité, mais Hildegard était très sex-positive. Ben, ça a été le perso le plus coquin qu'on a connu jusqu'à date. Exactement, mais aussi, c'est que j'aimais qu'elle était très, très elle avait une relation très forte avec ses émotions. Ses émotions d'affection. En fait, je pense que c'est surtout ça. Je pense que j'aimais le fait que elle ne se cachait pas de démontrer l'affection qu'elle avait envers les autres. Puis peut-être que certains diraient qu'elle avait une affection assez facile, qui lui venait assez facilement, puis c'est vrai. Mais je trouvais ça rafraîchissant, que c'est quelqu'un qui aime tellement, puis de manière... puis qui croit en la bonté des gens. Elle aimait très fort, très rapidement. Oui. Tu sais. Oui. Parfois... against her better judgment. Mais oui, je pense il y avait quelque chose qu'elle croyait en la spontanéité de l'affection, de l'amour. J'ai écrit, en fait, ça, j'aimerais ça peut-être qu'on puisse en parler plus tard, mais j'avais même écrit tout le moment où Célène et Hildegard se sont rencontrés initialement. Puis pour Hildegard, en fait, ça a été ça pour Célène dès le départ. Elle a été un peu en amour avec Célène, mais en fait, c'est ça l'affaire avec ce personnage-là, c'est que j'aimais que elle tombe un peu en amour avec tout le monde, dans sa propre manière. Elle se permet d'admirer les gens, puis sans nécessairement les mettre sur un piédestal, mais elle aime leur donner ce qui leur revient par rapport à leur qualité, leur apparence physique. Elle trouve tout le monde beau, à part ceux qu'elle ressent vraiment pas, puis qu'elle sent qui comme, mettons, Régalf, mais... mais voilà. Puis aussi que son instinct maternel, bien sûr, de toute évidence. J'aimais beaucoup explorer la maternité.
avec Hildegarde. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment explorer tellement de choses intéressantes avec Hildegarde, l'identité de genre, la maternité. Pouvoir explorer ça en tant qu'un homme cis, c'est très intéressant. Ça m'a toujours fasciné, la maternité. Et oui, c'est ça. Non, j'aimais sa spontanéité, la spontanéité de son amour envers les gens. Oui, c'est vrai. C'est beau, mais je l'ai remarqué beaucoup qu'il était très... elle s'arrêtait pas aux paramètres sociaux établis de... Tu sais, si elle voulait le dire, elle le disait, puis elle se souciait pas. Puis puis je me suis toujours dit que elle challengerait toujours ça. Oui. Elle challengerait toujours ça. Quoique, bien sûr, elle a un petit background de noblesse qui a fait que, mettons, avec Rianne, elle respectait certaines affaires, mais en même temps, elle ne s'empêchait pas de... Tu sais, de lui parler directement, mettons. Ouais. Est-ce que tu dirais que Hildegarde et toi, vous vous ressemblez? Oui. Oui. Hildegarde est plus... je pense qu'elle a plus d'estime en ses capacités que moi, peut-être. Mais elle et moi, on a tendance à voir le bon côté chez les gens en premier lieu. Et si on a de la difficulté à le voir à certains moments, on va chercher comme... Tu sais... À essayer de trouver, à essayer d'expliquer les mauvais côtés par un fond de bonté. Elle est très affectueuse aussi, bien sûr. Je le suis aussi, beaucoup. J'ai la chance de le... On a la chance de pouvoir partager ça, effectivement, de moi et Lily. Puis non, je sens que c'est une version de moi qui, disons, a moins peur. A plus de courage. Tu t'es permis de vivre des choses par le biais d'Hildegarde que toi, en tant que Jérémie, tu te permettais pas nécessairement. Oui, exactement, par la peur. La peur de l'échec, des conventions sociales, la peur de plaire. Fait que, non, Hildegarde est, disons, la partie de moi qui... La partie féroce et sans peur de moi, je dirais. Oui. Donc, on peut dire que vous seriez amis. Ah, absolument. Oui. Absolument. On prendrait un verre, même si... je sais pas si ça a été clair, mais elle peut pas vraiment manger ni boire ben des choses. Mais on aurait eu un fun time. Puis... je sens aussi que j'aurais peut-être... Elle m'aurait materné probablement d'une certaine manière, je sens, parce qu'elle a tendance à materner les gens. Mais oui, définitivement, on serait devenus des bons amis. Mais tu sais, toi, ton processus dans Voix et légende, c'est que tu as commencé à être co-auteur avec Jérémie, le narrateur. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de passer d'auteur à joueur? Parce que quand Jérémie s'est mis à jouer Hildegarde, il a arrêté de faire la coécriture parce que ça devenait un joueur et il fallait qu'il y ait des surprises. Absolument. Ça a été confrontant. Je m'étais mis beaucoup de pression parce que j'avais approché ce personnage-là initialement en tant qu'auteur, donc je m'étais mis beaucoup de pression à lui créer une narrative. Puis je pense qu'en commençant de jouer, j'avais encore beaucoup ce souci de narrative-là. Donc, ça a été difficile pour moi de me détacher de la narrative et de plus me laisser aller avec les aléas du dé, du jeu. Et puis justement, Jérémie m'avait fait remarquer qu'un des premiers commentaires, parce que Jay, justement, ça c'est une chose qu'il fait auprès des joueurs, c'est qu'il va faire des suivis auprès des joueurs, donner des commentaires de jeu ou tout ça. Et un commentaire qu'il m'avait dit, c'était « Je sens encore l'écrivain. Ben ça, c'était après le premier épisode. « Je sens encore beaucoup l'écrivain dans le joueur. Fait que je vais devoir te cut off. » Ben, tu sais, je pense que c'était super beau, tout ce qui est amené par rapport à Hildegarde, mais tu sais, je pense juste qu'on sentait qu'il y avait un gros background d'écriture, puis une histoire vraiment complète, puis vraiment complexe, que tu voulais, parce que tu étais excité, partager, tu sais. Exactement. Mais c'est ça, il y avait encore la lunette de l'écrivain tout à fait. Dans le jeu, en fait. Puis comme je l'ai souvent soulevé,
c'est un exercice d'humilité en tant que créateur de porter un personnage que tu as tellement pris de temps pour bien construire et de laisser aller dans l'improvisation. Ouais. Parce que si tu te laisses véritablement aller dans l'improvisation, tu peux perdre des bouts de ton histoire et c'est ça le but, en fait. Le but, c'est de continuer, tu crées un passé et tu le solidifies et tu utilises ça comme du jus pour ton interprétation. Mais ensuite, pour le reste, tu dois vraiment te laisser aller et oh my God, c'est tough. Ouais. Puis, mais tu sais, je pense que je l'ai déjà dit, mais l'improvisation a toujours été un de mes défis en tant qu'interprète. Le laisser aller est plus facile pour moi lorsque, au moins, quand j'ai un texte, en fait, au moins je sais qu'est-ce que j'ai à dire. Oui, puis c'est pas un texte que toi, tu as écrit. Exactement. Fait que tu peux te baser sur les mots de quelqu'un d'autre, l'histoire de quelqu'un d'autre, la prendre, la mettre à ta couleur, et partir dans la direction que tu veux. Je l'aurais pas mieux dit. Que là, c'était toi qui l'avais écrit. Fait que tu sais tout ce que tu voulais dire, tu sais tout son passé, qu'est-ce que ça signifiait, quel impact ça avait sur elle, tout ce qui lui était arrivé. T'étais fière du travail d'écriture que t'avais fait, tu sais. Fait que c'était tellement difficile de... Oh, mais my God, j'aurais tellement aimé partager tel truc, j'aurais tellement aimé dire ça, j'aurais tellement aimé que les gens comprennent telle chose, tu sais. Puis une chose que j'ai constaté aussi, c'est que je voulais continuer à écrire. Ouais. C'est que souvent, il y avait des moments où je jouais, où ce que je me sentais être dans un état d'écriture plus que de jeu. Puis là, j'étais juste comme, hey, relax! Pendant que tu jouais? Pendant que je jouais, okay. Oui. Puis ça, c'est justement je pense que je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais dans des cours de création à l'école de théâtre, j'avais des professeurs qui me disaient, là, pendant que tu joues, on sent que tu écris, en fait, puis tu joues pas. Puis j'étais comme... Puis c'est difficile pour moi, tu sais, c'est ça qui est difficile quand t'es un acteur, un interprète créateur. Pour certaines personnes, je sens, puis pour moi, ça a toujours été un défi de vraiment bien scinder les deux. Puis comme tu dis, c'est plus facile pour moi de... être un interprète quand il y a un texte qui n'est pas le mien. Parce que l'écriture est faite, c'est pas mon écriture. J'ai pas à écrire quoi que ce soit. Non, c'est ça. Puis ça fait que s'il y a une idée qui est mise dans le texte qui t'allume pas tant, ou que ça t'intéresse pas tant comme enjeu ou quoi que ce soit, tu peux passer tout droit puis t'es pas attaché à ce bout-là. C'est pas moi qui ai écrit ce texte-là. On peut rayer la phrase de notre texte, le nombre de fois au théâtre qu'on raye des phrases ou whatever, tu sais. C'est ça, mais là c'est tout toi qui as écrit ça, fait qu'il y a rien que tu veux scrap off de ta page. Exactement, puis fait que là, comme tu te mets de la pression en tant qu'interprète, mais aussi en même temps en tant qu'écrivain, parce que t'es comme, OK, j'ai inventé ce personnage-là, mais aussi il faut que je le joue, puis il faut que j'écris bien le personnage, mais en même temps que je le joue bien. Mais c'est ça, tu sais, c'est en plus que t'as une idée de comment Hildegarde va être, à quoi elle va ressembler, comment elle va s'exprimer et tout. Tes standards sont hyper hauts. Et après, c'est toi qui dois porter ces standards-là et le jouer. Fait qu'en même temps, et que je m'en détache. Ben oui. Que je m'en détache. Fait que pour moi, c'est vraiment un défi, mais un super beau défi en même temps. Quoique ça a été très confrontant, ça a été, encore une fois, une très belle leçon d'humilité. Et difficile. J'ai tellement éprouvé de plaisir dans les moments où je me laissais vraiment aller dans vraiment l'écoute, dans l'écoute complète des autres et de vraiment simplement lâcher tout le travail qui avait été fait, puis d'être confiant que c'est incorporé, que c'est encore là. J'ai pas besoin de travailler activement, de le mettre sur la table. Non, il va venir si le temps vient. Tu sais, comme mettons, je suis très content de comment le passé d'Hildegarde est venu avec Valérie, parce que je sens qu'il y a eu quand même un laisser-aller. Je ne l'avais pas planifié. C'est juste que I guess it felt like the right moment. Puis ça s'est très bien sorti. Valérie a été un très bon public. Et ça a créé un moment intéressant. Je m'attendais pas, en fait, que ça se passe
avec Valérie. C'était la dernière personne avec qui je m'attendais que ça ressorte. Je pensais que ça allait probablement sortir avec Auron. Mais non, ça a été Valérie, of all people. Et je suis tellement content parce que ça a été le cas, parce que ça a enlevé justement cet aspect-là de comme OK, j'aimerais comme arranger l'histoire pour que ça tombe, genre vraiment le moment que pour moi, it feels like the right moment. Non, c'est arrivé avec Valérie. Et c'était parfait comme ça. Mais tu sais, c'est que c'est beaucoup de... Mais tu sais, on en a parlé dans d'autres épisodes avec d'autres invités, mais c'est beaucoup une question de contrôle. Absolument. Tu sais, comme qu'on a souvent nommé, mais c'est juste comme quand t'écris, tu contrôles à 100% ce qui se passe. Et là, il fallait que tu passes d'un... C'est un contexte... On vit très rarement ça, à moins des gens... Tu sais, il y a certaines personnes qui vont écrire des pièces de théâtre et qui vont les jouer après. Oui. Mais là, c'est pas seulement que tu as écrit une histoire et que tu la joues, c'est que tu écris une histoire, tu la joues et tu l'improvises. Et il y a d'autres... Autour de la table, il y a 6 autres personnes qui ont écrit des histoires et qui les jouent et qui improvisent. Que tout le monde est dans cette position-là de vouloir exprimer son histoire, de vouloir comprendre « Ah, moi, je sais que j'ai ça de mon passé. Comment ça implique le personnage avec les autres personnes qu'il rencontre? » Fait que c'est un contexte très particulier que j'essaie de penser, je pense pas qu'on retrouve à beaucoup d'endroits. Je ne le pense pas non plus. Puis c'est pas juste qu'on improvise, en fait, maintenant que j'y pense. Parce que même quand tu improvises, t'as quand même un certain contrôle sur... quand même un contrôle modeste sur ce qui arrive. Mais là, t'as les dés. T'as les dés qui entrent en jeu, parce que les dés peuvent faire que tu peux essayer quelque chose, mais que ça fonctionne pas. Puis avec Hildegarde, c'est arrivé beaucoup. Et ça a été tough. Comme Hildegarde en combat, ça n'a pas été fantastique. Non. Puis, mais c'est ça l'affaire, c'est que encore une fois, c'est un exercice de laisser aller, puis de comme, OK, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ça va pas bien avec Hildegarde. Ça va pas bien, les dés jouent contre moi. Fait que qu'est-ce que je peux créer avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis, je suis vraiment... Alex m'a parlé après le 20e épisode, puis ça m'a vraiment touché ce qu'il a dit. Merci Alex encore pour ce que tu m'as dit. Il a dit que Hildegarde, elle a tellement pas eu facile. Elle a rushé dès le départ. Elle a failli mourir à tellement de reprises. Mais elle est restée jusqu'au bout. Elle est restée jusqu'au bout malgré toutes les difficultés. Puis elle a fini par, d'une manière ou d'une autre, à compléter son objectif. Et écoute, puis ça m'a tellement fait du bien. Elle est partie la tête haute. Oui, elle a eu son happy end. Puis je pouvais pas prévoir comment allait finir Hildegarde. Puis ça a bien fini. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Est-ce qu'elle a pu shiner en combat? Peut-être moins. But, I mean, that's life. Elle a shiné autrement. Oui, elle a shiné autrement. Dans ses relations, dans qui qu'elle était, dans sa personnalité. Puis je suis très content. Je suis encore en deuil du personnage, mais je suis très satisfait. Comme tu dis, je sens qu'elle a fait son chemin, qu'elle a eu sa place dans l'histoire, et je suis très fier. Puis face à sa vie, face à sa mort, face à son histoire au complet, face à ce que toi t'as voulu écrire, qu'est-ce que tu dirais qui est le message que tu voudrais qu'on retienne d'Hildegarde? Aimer. Aimer. Abondamment. Surprenez-vous. N'ayez pas peur d'exprimer votre affection pour les autres. Soyez honnête. Dites ce que vous avez à dire. Tombez en amour. Ça c'est quelque chose que je veux me dire à moi-même aussi. J'ai bien de la misère à me laisser aller dans l'amour. Why not? Why not? C'est vulnérabilisant, ça fait peur, mais
why not? Why not? Puis Hildegard se posait pas la question, elle se disait tout le temps ça, why not? Why not dire que je suis en amour avec toi? Il y a un fond de vérité. Why not donner un petit bec sur une main? Mais bon, en même temps, demander le consentement, là. C'est important. Mais voilà, aimer. Je pense que tu l'as très bien partagé, tout ça. Je pense que tu as réussi à faire passer ce message-là par ton jeu, par le personnage que tu as apporté. Je pense que ça l'a rafraîchi beaucoup. Je pense que ça l'a permis aux autres, peut-être, de se dire qu'ils avaient le droit d'explorer ces zones-là aussi avec leurs personnages, tu sais. Fait que Hildegard va avoir laissé sa marque importante. Je voulais avoir cet effet-là sur le groupe aussi, fait que je suis content que tu me dises ça. Oui. Bon, mais parfait. Fait que là, on a parlé de toi un peu plus, mais là, je vais poser des questions vraiment plus pour Hilde aussi. Veux-tu... Elle est morte, là, mais veux-tu qu'elle revienne à la vie? Veux-tu que je la ressorte des morts? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? T'es qui? Bonjour, Hilde. Bonjour, enchantée, Hilde. Inquiète pas. Ici, t'es comme dans un au-delà. T'as avancé dans le temps. OK. Je me présente, Liliana. Est-ce que t'es un ange parce que t'es belle comme un ange? Tu sais, on pourrait le dire, mais c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ce statement-là. Il y en a qui diraient peut-être plus que je suis un démon. Ah, démon ou ange, moi, je te tiendrais la main. Moi, je te ferais tout. Écoute, si c'est ça, la vie après la mort, moi, je suis bien contente. OK. Qu'est-ce qui se passe? Hilde, à voir si c'est une question que toi ou Jérémy, vous switcherez comme vous voulez pour répondre à cette question-ci. Jérémy? Dis-toi que c'est comme ton créateur. Oh. Ouais, c'est comme quelqu'un d'autre. C'est pas Prox, c'est pas... c'est celui qui est comme en haut de ça. C'est ton créateur. Il y a quelqu'un en haut de ça? OK, je suis très ouverte. Ouais. Oui, why not? On pourrait dire, Hilde, que quand t'es arrivée dans le groupe des rescapés, tu n'entrais pas nécessairement dans leurs codes sociaux. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais t'es une personne qui est plutôt... tu peux être quand même... T'es très proche de tes émotions, t'es très régie par tes émotions et tu les exprimes sans limite, sans souci de ce que les autres vont penser. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est... est-ce que c'est parce que c'était comme ça dans la ville où est-ce que tu as habité? Est-ce que c'était un trait de ta communauté, ta culture? Ou est-ce que c'est plus des traits de personnalité à toi? Oh! Hey, non, hey, je peux te dire tout de suite que c'est pas... c'est pas mon... je veux dire... OK. À Novalène, il y a beaucoup de monde qui parle comme moi. Il y a beaucoup de monde qui parle comme moi. On est des gens qui... on mâche pas nos mots, on dit ce qu'on a à dire, mais c'était pas comme ça dans ma famille. Okay. Non. Puis, je te dirais que j'ai pas tout le temps été comme ça non plus. Hein. Okay. En toute transparence, j'ai grandi en isolement. OK. La marquise, mon arrière-grand-mère, avait créé un système pour... premièrement, j'habitais sur le domaine, dans le domaine de le château Floretheim, le château de ma famille, mais moi, on me gardait dans le hameau. Puis c'était une petite bâtisse annexe qui était quand même loin du château, donc la bâtisse familiale où mon père, mes belles-mères, puis mes demi-frères puis demi-sœurs et ma sœur habitaient. Moi, je restais dans le hameau qui est à côté des écuries. Pourquoi? Écoute, je me suis longtemps posé la question, mais j'ai compris que, en fait, mon arrière-grand-mère voulait me préparer pour elle voulait habiter mon corps, vois-tu. Et pour ça, elle voulait que mon âme soit la plus petite possible. Elle voulait vraiment que mon âme soit facilement tassable. Puis pour ça, elle voulait que... on n'avait pas le droit de me parler, en fait. Pour qu'il y ait le moins comme de connaissances, que tu sois le moins une personnalité la moins forte possible. Exactement. Elle voulait les serveurs, les serviteurs, puis même ma famille. Je pouvais parler en certaines conditions, mais
il pouvait pas me parler. Il pouvait pas me parler parce que si personne me parlait, ben moi, j'avais pas vraiment de raison à parler. Puis si je parlais pas, ben j'avais pas de voix. Puis si j'avais pas de voix, ben j'avais pas de personnalité. Puis si j'avais pas de personnalité, ben c'est plus facile pour elle, au moment venu, de prendre la place. Exactement, entière. mais ce qu'elle savait pas, par contre, c'est que j'ai quand même développé mon petit langage à moi. Fait je dirais j'ai été très timide, ou du moins, j'étais pas très habile avec mes mots pendant très, très longtemps. Et tout récemment, en fait, j'ai un peu fini par manger l'âme de la marquise. Ouais. Ça m'a quand même fait quelque chose. J'ai hérité beaucoup de son courage. OK. Et depuis, je peux plus m'arrêter de parler. J'ai plus peur de parler. Moi, écoute... t'as tellement été tenue en silence longtemps que j'imagine que toutes ces années-là, à ne pas parler... écoute, j'en avais des choses à dire! C'est sûr! Et Colline! Wow. Et Colline! Okay. Mais c'est ça, j'ai passé une grande partie de mon enfance, mon adolescence et même quand j'étais jeune adulte... écoute, j'avais pas grand-chose à dire. Ben, il y avait certaines personnes que je parlais un peu. J'avais ma sœur qui me parlait un peu, puis l'amour de ma vie, Solomon, OK. qui est le père de mon enfant. Comment tu l'as rencontré? C'était c'était un tiflin. Et il travaillait aux écuries. Puis lui, il avait à peu près mon âge, puis disons qu'il en faisait un peu plus à sa tête, puis fait que j'ai commencé à y parler, puis oui, il commençait à me parler, puis on faisait, c'est ça, on s'amusait dans les écuries, puis on jouait à touche pipi, puis à un moment donné, c'est ça, une chose est menée à l'autre, puis je suis tombée enceinte. Puis, finalement, on l'a découvert, puis... La marquise n'était pas dans toi encore, là? Pas encore, okay. non. Ça a été gênant. Ça aurait été très gênant. Non, c'est arrivé plus tard. J'avais comme environ 16 ans quand c'est arrivé. Puis la marquise, le transfert a commencé, j'avais plus 25 quand même. OK. Ça a duré longtemps? Ça s'est fait quand même progressivement, tranquillement. J'entendais sa voix dans ma tête. Je me demandais si... parce qu'elle allait plus bien, là, puis elle était comme un peu... Elle parlait plus, puis... Elle, dans son corps, elle est en train de décéder, mais c'est comme si lentement son âme rentrait. Nous, on pensait qu'elle était... Moi, je pensais qu'elle était malade. Moi, je pensais qu'elle avait quelque chose dans la tête. Okay. Puis, comme son corps physique qui était encore en vie, elle était faite forte, mais elle était plus là. Mais là, je commençais à l'entendre dans ma tête. Puis des fois, j'avais comme des sauts dans le temps. Tu sais, où comme je savais plus où ce que j'étais, tout d'un coup, il y avait comme du temps qui passait. Puis là, tout d'un coup, tu sais, je voyais que on me disait que j'agissais différemment. Puis là, j'ai fini par comprendre. Puis j'ai fini par la voir aussi dans ma tête. OK. Oui. OK. Ouais, j'ai fini par la voir. Puis. Puis, tu sais, clairement, toi, t'as vu ça arriver avec Oron et Navi. Eux, il y avait des éléments qui déclenchaient l'aller et le départ de l'un et de l'autre. Qu'est-ce qui, toi, te faisait partir, puis qu'est-ce qui faisait partir la marquise? C'est parce que la marquise, disons que elle faisait un peu à sa tête. Disons que par elle-même, elle pouvait très facilement enclencher un échange, mettons. Fait que c'était pas tant, je dirais, parfois quand il y avait des... parce que j'ai fait un service militaire. OK. Pendant un temps, c'est là que j'ai rencontré le prince Rian. Puis, des fois, je sens que le combat pouvait être propice, un temps propice pour elle de prendre le relais. Mais sinon, je sentais que ça en revenait plus à elle que ça en revenait à moi. Okay. Tu comprends? Ouais. Je sens que dès qu'elle voulait, là, dès qu'elle se sentait assez forte, elle pouvait faire « Ah ouais, tasse-toi! » OK. Wow! Mais c'est très intéressant tout ça. J'ai l'impression que je pourrais passer des heures à poser des questions sur ta vie. Mais moi, j'aime ça. Moi, je suis pas contre une belle fille comme toi, en plus. Tu sais. Mais, une petite question comme ça. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 29 ans. Ah, OK. T'es quand même jeune. Ouais, quand même. OK.
OK. Dans le groupe des rescapés qui t'a rejoint, qui est-ce que tu dirais qui te portait le plus confiance? Oh! Je faisais confiance à Célène beaucoup. Elle était très... je la sentais très fiable, très... elle avait ses propres affaires, elle avait ses problèmes, mais... Mm-hmm. Oh, c'est difficile à dire maintenant que j'y pense. Cassius aussi, il était très... Ben, tu sais, ça paraissait qu'il était noble, là, puis il avait un très grand sens de la... Ouais, Cassius. Ivy. Petite cocotte. Mm-hmm. Ouais, elle était une petite fille sage. Mais en même temps... Ah ben Auron, ça c'est une autre affaire. Ben, tu sais, il vivait ce qu'il vivait. Je savais que malgré lui, malgré Navi, la petite cocotte, qu'il posait un danger à nous, mais c'était malgré lui. Mm-hmm. Je pouvais pas y tenir rigueur. Puis sinon, pour le reste, ben, Léo, le petit coco, il était jeune. Puis Yaka, il était plus... wouh! Mm-hmm. Puis Valérie, je me posais des questions, mais elle avait l'air d'avoir le cœur à la bonne place. Mais j'aime ça en même temps, les gens qui sont impulsifs. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme ça me dérange pas. T'es tant qu'on a le cœur à la bonne place. Ouais. OK, mais qui tu dirais quand même... Hey, je réponds pas à tes questions, excuse-moi. Oh non, mais tu as répondu à cette question-là, mais là, moi, j'aimerais savoir quand même, là, tu es très indulgente, mais peut-être en qui tu avais le moins confiance. Sans dire que tu n'avais pas confiance, mais la personne, justement, sur qui tu avais un petit peu plus de doute. Je savais que je pouvais pas faire confiance à Auron. Pas à Auron exactement, mais je savais qu'est-ce qui se passait avec lui. Je savais que Corix, il était là, puis il faisait son affaire, puis... c'était pas contre lui, c'était pas contre Auron ou Navi, c'était pas contre eux, là, ils comprenaient pas, mais je savais que, tu sais, s'il y avait quelqu'un à surveiller, c'était eux. Mais, comme j'ai dit, je me posais des questions sur Valérie. Elle était, je sais pas, elle avait quelque chose de... Plus un gut feeling que... Ouais, mais en même temps, elle m'inquiétait pas. Okay. C'est juste que je la sentais peut-être moins honnête. Je sais pas. OK, c'est intéressant. Mais c'est une bonne personne. Ça par contre, je fais confiance à mon instinct. Par contre, je suis capable de savoir qui est une bonne personne. Puis c'est pour ça que je faisais confiance à Auron, parce que je savais que c'était une bonne personne, puis que c'est juste emmêlé dans les mauvaises affaires. Ouais. Mais c'est ça. C'est juste que je sentais que Valérie, je sais pas, je la sentais moins intègre, moins authentique. Je sentais que... En tout cas. OK. Mais c'était peut-être juste moi. Tu sais, ton passage, c'est sûr que tu as été là quand même pendant plusieurs jours avec les rescapés. Mais somme toute, ça a été quand même rapide. Question de créer des amitiés. Je suis pas de la façon. Je me crée des relations assez rapidement en même temps. Avec qui tu dirais que tu t'es le plus lié d'amitié? C'est drôle, mais tu sais, comment je dirais ça? C'est que moi, j'aurais vraiment aimé ça, aller faire le party avec Yaka. Ouais. Mais j'ai pas eu la chance. Mais ouais, vous auriez fait vraiment un bon duo. Ouais, je savais que lui, il avait goût, c'était un épicurien, je pense. Puis, au moins, il aimait ça, faire le party. Mais le plus d'amitié, en même temps, c'est que les gens, on n'en a pas trop parlé, mais Céline et moi, on a vécu quand même quelques petites affaires avant que le reste du groupe arrive. Ouais. Mais j'aurais tellement aimé passer plus de temps avec tellement plus de monde. Ouais. Le Cassius,
on vient lui aussi, c'est un homme, puis on aurait pu échanger, on aurait pu se dire, comme, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi la règle de noblesse qui te fait le plus rire, puis Léo, c'était le fun de voir Léo, là, le petit coco, puis Célène, elle parlait pas beaucoup, mais elle parle pas beaucoup. Elle parle pas beaucoup, mais en même temps, on a passé des beaux moments ensemble, mais le plus, je dirais, c'est très difficile. C'est très difficile, mais si j'avais à choisir quelqu'un, étrangement, je choisirais Célène. C'est bizarre. Ben, probablement, juste du fait que tu as passé plus de temps avec elle. Oui, peut-être. Oui, OK. Tu es quelqu'un qui est très proche de ses émotions, de ses impulsions, de ses intérêts. Qui dirais-tu qui aurait eu le plus de probabilité que tu développes un intérêt amoureux pour? Oh, ben là. Moi, je tombe très facilement en amour, là, faut le dire. Là. Je tombe un peu en amour. Tu sais, je suis un peu en amour avec toi présentement, là, ça, je te le cacherai pas. Tu correct, C'est correct. Je veux pas... OK. Non, je suis pas mal à dire. Mais je cacherai pas que... Oron, ben, il me faisait penser un peu à Solomon. Physiquement, mais aussi, Solomon, il y avait un petit côté sombre aussi que Oron avait beaucoup, puis il y avait une partie de moi qui voulait m'occuper d'Oron aussi beaucoup, puis je le trouvais très séduisant aussi, mais c'est ça, là. Je pense que... Mais en même temps, comme je t'ai dit, je pourrais tomber en amour avec tout le monde d'une certaine manière, puis, tu sais, mais Oron, je te dirais que c'est plus sentimental. Tu comprends? Il y avait quelque chose qui me faisait penser à ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, puis... mais en même temps, c'est un trou de cul, tu sais, un peu, mais... Oron est peut-être un player. Ah ouais, mais lui, c'est une petite agace. C'est une agace. C'est une petite agace. C'est une agace? Une agace. OK. Très bien. Ton parcours, tu sais, c'est arrêté finalement avec les rescapés de Lox. Oui. Mais du temps que tu as vécu avec eux, est-ce que tu as un regret ou comme quelque chose que tu n'as pas eu le temps de faire avec eux que tu aurais aimé pouvoir faire avant de quitter ce monde? J'aurais aimé... J'aurais aimé vraiment m'amuser avec eux, en fait. J'aurais vraiment aimé prendre un temps pour vraiment, là, tu sais, être assis, prendre une petite bière. Je pouvais pas boire de bière, mais, tu sais, je sais pas, j'aurais aimé ça les voir... Tu sais, lâcher leur fou un peu. Vraiment lâcher leur fou, là. On s'est tombé dessus dans un moment pas très idéal, mais j'aurais aimé à plus leur parler, puis je sentais que, tu sais, eux-mêmes, il y avait des choses à travailler, tu sais, puis j'aurais aimé ça, tu sais, prendre le temps de vraiment m'asseoir avec chacun d'entre eux, puis leur dire, « Hey, parle-moi de ça, dis-moi, tu sais, comme, mettons Léo, là, moi, je l'ai remarqué, les petites larmes, là, quand Evie est partie. Moi, j'avais envie de lui parler par rapport à ça, tu sais. Puis... Oui, parce que, ultimement, ton temps que tu as passé avec eux a été beaucoup pris dans des moments de combat et de survie parce que, le mal qui marche était omniscient, là, où est-ce que vous étiez. Oui, c'est ça. C'était pas très propice pour, tu sais, se parler s'ouvrir les plaies du cœur. Mais en même temps, j'ai quand même eu la chance d'avoir accès à un peu de vulnérabilité ici et là. Puis aussi, une autre affaire que je regrette peut-être, c'est que j'étais pas très chanceuse. Non, ça a été difficile dans tes combats. Oh là, tu sais, c'est que je sens que, tu sais, pour moi, le combat, ça a tellement tout le temps bien été. Pour moi, tu sais, quand j'étais très bonne pendant mes rondes que j'ai faites à Elikdom, j'étais très... On me disait que j'étais très bonne, puis que j'étais une grande guerrière, puis que... Mais, fait que ça a été assez un peu... Ça a été difficile, mais bon, hein, on peut pas tout le temps être bon dans tout, puis ça reste que j'ai fait ce que j'ai pu, puis c'est ça. Oui, OK. Petite question un petit peu plus... tu sais, à la fin...
t'as comme accouché de tous tes enfants. On comprend que c'est quelque chose de très grand dans ton histoire, dans ton parcours de vie. Qu'est-ce que tu dirais que la famille et la maternité représentent pour toi? Oh. Ben, premièrement, tu sais, je suis déjà maman, techniquement. Ouais. Comme je te l'ai dit, je suis tombée enceinte, j'étais très jeune, puis mon petit Oron. Qui n'est pas Oron. Qui n'est pas Oron. Non, qui n'est pas Oron des rescapés. C'est Oron, c'était... En fait, c'est même pas moi qui a choisi son nom, techniquement, mais il m'a été... on me l'a pris. Okay. On me l'a pris quand la marquise a su, quand on a découvert que j'étais enceinte, je me suis fait barouetter. Mais il est vivant. Oui, il est vivant. Il est avec la princesse Eilonwy, ce qui me rassure. Mm-hmm. Puis parce que j'ai déjà rencontré la princesse Eilonwy, était déjà la famille, parce que la famille royale était déjà venue une couple de fois chez nous à Fleurettheim, parce qu'on avait des courses de chevaux, on a beaucoup de courses de chevaux à Fleurettheim, puis le roi Eddard, c'est un grand amateur de cheval, puis il a ses propres chevaux là, dans les courses. Fait que j'ai déjà rencontré Eilonwy une couple de fois, puis Eilonwy, c'est vraiment une bonne personne. Okay. C'est vraiment une des plus... Je pense qu'elle ferait une excellente reine, et ça a donné que mon petit Oron... a été adopté. Okay. Après, parce que c'est ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accouché, puis, tu sais, j'ai pas tout... On m'a juste pris le bébé. Tout de suite, t'as pas vraiment... Tout de suite, j'ai pas eu le temps. Okay. On m'a pas dit ce qui est arrivé. J'ai essayé de savoir. Initialement, j'ai cru que... on l'avait tué. Mm-hmm. Puis, c'est ma grand-mère, Béroé, la fille de la marquise, finalement, m'a dit un jour que elle l'avait envoyé dans un orphelinat à Durante. Et Eilonwy, elle faisait beaucoup elle visitait beaucoup les orphelinats. Elle visite beaucoup les orphelinats. Les orphelins, c'est une cause qui lui tient beaucoup à cœur. Prox la bénisse. Elle s'est attachée à mon petit pote. Elle s'est attachée à mon petit pote. Puis, malgré que ça a créé beaucoup de tollé, et je pense parce qu'elle était très sensible à la discrimination. Elle est très sensible à la discrimination des Tieflings. On sait à quel point ils ne sont pas aimés. Elle a voulu comme prouver puis que c'était possible d'avoir... Que les Tieflings étaient dignes d'amour. Fait que, mais je pense qu'elle l'aime aussi beaucoup. Je pense que j'ai entendu qu'elle est tout le temps avec puis qu'elle la traite vraiment comme son fils. Bon, mais fait que toi, tu as connu pour la première fois la maternité... Avec ce contexte-là, oui, avec ton bébé Oron. Mais on me l'a enlevé, puis j'ai pas pu. C'est ça. J'ai pas pu. Puis je l'ai tellement voulu. Ouais. Je l'ai tellement voulu, ce bébé-là, puis je l'ai tellement... Ça me fait tellement de la peine, puis je veux pas... Eilonwy, c'est sa mère, puis d'une manière, puis je veux pas lui enlever ça. C'est la mère qui l'a connue. Ah, mais... Fait que, pour moi... les âmes de Fleurettheim, ça a été pour moi une deuxième chance, un peu. Puis il y avait vraiment littéralement ma famille aussi. Les âmes de ma famille étaient dedans. Il y avait mes demi-frères et mes demi-sœurs. Mais tu avais des milliers de... J'avais des milliers, j'avais toute Fleurettheim était en moi. Puis quand tu as eu l'accouchement final, que tu as accouché de toute ta famille, tous tes amis, tout ton village... comment... Est-ce que... Tu sais, parce qu'il y avait tellement de personnes dont tu as accouché, mais j'imagine que par la maternité, par ce sentiment-là qu'on a quand on est maman, t'as comme vraiment vécu un lien de maternité avec chacune de ces personnes-là? Chacun. Ouais. Avec chacune de ces petites âmes-là. Là, c'est fou, là. Ouais. T'es des milliers, mais je sentais que... Tu sais, je les mettais au monde. Ces personnes-là avaient été des personnes dans le passé, mais au moins... j'ai pu sauver ces petites étincelles-là. Là. Ouais. Puis
leur donner une nouvelle chance. Puis c'était de ma faute en même temps. Tu comprends que leur vie, je ne l'ai pas voulu, mais... Ça s'est passé quand tu as absorbé la marquise. Exactement, c'est ça l'effet que ça fait. Ouais. En fait, une âme qui absorbe une autre devient tellement lourde que ça crée un effet de succion autour. C'est tellement, parce que c'est tellement lourd que ça crée un trou. C'est comme ça qu'il y a un trou, puis ça fait... Ouais. Fait que quand ça s'est arrivé, tout le monde est mort dans ta ville et les âmes sont toutes entrées dans toi? En fait, c'est que, voilà, moi, comment je vois ça, c'est que il y avait un vide. Un vrai vide qui annulait tout. Ça aurait pu créer un... En fait, ce que ça aurait pu faire, si Prox n'était pas intervenu, toutes ces âmes-là auraient pu disparaître complètement. Tu comprends? Effacer complètement, puis une trace de qui ils étaient, de leur mémoire, de ce qu'ils portaient en eux. Tout ça, là, rien. Mais Prox a été capable, au dernier moment, d'aller chercher toutes ces petites étincelles-là, là, puis de me les donner. Il me l'a mis là-dedans, là, puis il m'a dit « T'as fait la bonne affaire. » Il a dit « T'as fait la bonne affaire de refuser le pacte avec Oryx. T'as fait la bonne, t'as fait confiance, mais c'est bon. Alors, c'est le prix que t'as payé pour ça. Je vais te laisser la chance de les sauver, mais j'ai besoin que tu sauves le reste aussi. J'ai besoin que tu sauves le reste. Puis on va se faire une belle armée ensemble. Puis fait que je suis très, très reconnaissante pour Prox. Parce que comme je l'ai déjà dit, j'étais pas très spirituel. On allait dans les septés des fois pour acte de présence. Puis moi, j'étais destiné pour être la prochaine marquise. Fait que je devais être là, mais je faisais pas grand-chose. Puis j'écoutais pas vraiment ce qui se disait. Mais je suis tellement reconnaissante que malgré le fait que je ne m'intéressais pas à lui, vraiment, avant ce moment-là, il m'a vu. Il m'a vu, puis il nous a vus. Parce que la plupart du temps, là, les dieux, là, on va vous dire, probablement à Novalène, on n'est pas fou de la Stellarium parce qu'ils ont l'air d'en faire un peu à leur tête, là. Mais c'est ça, pour une fois, quelqu'un a fait quelque chose. Prox a fait quelque chose. Fait que c'était rafraîchissant que de voir que un de ceux-là, ils sortent de leur petit siège dans le ciel puis interviennent. Mais ce grand moment-là d'accouchement que tu as eu, qui est venu en fait sauver le monde, qui est venu éradiquer le mal qui marche, tu as réussi à accomplir ton objectif, tu as réussi à mener à terme cette mission-là que Prox t'avait donnée. Est-ce que c'est ça que tu dirais qui a fait que tu étais prête à mourir à ce moment-là? Ah, moi, j'étais prête à mourir dès le départ, mais en fait, dès le départ. C'est sûr que pour moi, il fallait absolument... S'il y avait une chose que je devais faire, c'était absolument de les mettre au monde. Ça, c'était sûr. Je ne pouvais pas partir avant que ça arrive. Ça n'a aucune question. Aucune question. J'ai eu peur, là. J'ai passé proche, là. Passé proche. Mais je savais que j'étais en train de jouir d'un temps emprunté. Donc, pour moi, je savais que c'était ça qui m'attendait. Je n'étais pas censée être vivante dès le départ. Donc, je savais que c'est ça qui m'attendait. Mais c'est ça. Fait que je dirais que j'ai toujours été prête à mourir, mais j'aurais pas été prête de partir sans que j'aille finir ce que j'ai à faire. Puis j'ai fait ce que j'ai eu à faire, puis ça a été une très belle chose. Une très belle chose, et je suis contente d'avoir pu redonner au monde ces petites étincelles d'âme-là qui étaient ma ville, qui étaient ma famille, de les redonner au monde, même si c'était sous une autre forme, c'est quand même pas rien. Oui, mais c'est tellement beau que même si on t'a enlevé ton premier enfant, t'as pu
redonner la vie à des milliers d'enfants, à des milliers de personnes, tu sais. Tu auras vraiment réussi de ta vie, même si tu es parti jeune. C'est jeune, 29 ans, mais tu as vécu une vie remplie de sens. Puis tu peux être fier de ton parcours. C'est très gentil. Je ne pars pas, je ne suis pas amer. Et j'ai confiance en les rescapés. Ils ont des choses à faire dans ce monde. Et je suis content d'avoir été des leurs. Et j'ai foi que Oron, mon bébé, va avoir une vie... Il va faire des choses importantes. Elon Musk va bien s'occuper de lui, j'en suis persuadée. J'aurais aimé ça le voir une dernière fois, par contre. Oui, c'est sûr. Ben, tu sais, je pense que c'est sûr que tu vas le revoir. Le jour où lui aura terminé son histoire, dis-toi que c'est toi qui vas venir retrouver aussi dans les cieux de cet univers. Merci, mon ange. De rien. Ah, OK. C'est le moment de faire le petit 10-10. Le que c'est? C'est un... Tu sais, là, on est comme dans un studio ici. Tu sais, c'est un concept, en fait, où je vais te poser 10 questions. OK. Et tu dois y répondre rapidement. OK. Le plus rapidement possible, ce qui te vient du haut de la tête. Ah, OK. Ça va être fun. OK. Parfait. Laisse-moi un petit instant. Je vais aller chercher le tout. Oh, c'est fun, ça. C'est ça la vie après la mort. Se faire poser des questions. Je me sens très importante. OK. Quelle est ta couleur préférée? Le vert. Le vert? Le vert foncé. Sans question. J'aime le vert... vert pâle, le vert de la lune. Mais j'aime tout le vert, en fait. J'ai grandi avec le vert, avec les verts de la forêt, du gazon. Ouais. Mais le vert de la lune, Okay. c'est mon vert préféré. Pour des raisons évidentes. Est-ce que tu dirais que t'as... Qu'est-ce que tu sens? C'est quoi ton odeur? Est-ce que tu as un parfum? Est-ce que tu crois à sentir la sueur et On m'a le combat? déjà dit que je sentais l'automne. Ah, OK. Que je sentais les sols forestiers pendant l'automne, les feuilles. Les feuilles. Je sentais les feuilles. OK. Si tu avais à te réincarner dans un animal, lequel serait-il? Oh, bon, ben là, j'aurais dit vite de même le papillon, mais le papillon de lune, mais si j'avais à en choisir... Ah, le cheval! Le cheval! Le cheval? Ah, mais oui, le cheval! OK. Ah, mais j'adore les chevals. Ben ça, les chevals, ils ont été toujours là pour moi. Eh ben, tu sais, à force de pas parler à personne, tu finis par parler à ceux qui veulent bien l'entendre, puis les chevals, ils écoutent, hein. Ah oui, ils ont une très bonne écoute. Ah, ben, puis c'est beau. Ben oui. Pour les chevals. Ouais, c'est noble aussi, les Ah chevaux. oui, c'est très noble. Ouais. C'est... puis... les chevals, ça fait pas semblant. Non. Quel est ton péché mignon? Oh, j'adore le sucre. T'as une dent sucrée? Oh que oui, mon ami. Oh que oui. Okay. Moi, là, quand j'étais petite, là, moi, je me cachais, là, puis j'allais dans la cuisine, là, puis Direct dans le sucre. Direct dans le sucre. Ah oui, moi, on me donnerait un petit bol de sucre, j'étais bien content. Puis il y avait, je vais vous dire, il y avait une servante qui s'appelait Nora. Puis c'était la seule qui parlait un petit peu. Puis à ma fête, elle me faisait des petites galettes sucrées, là. Puis ça, c'était... Oh, c'était bon. Si tu avais à jouer d'un instrument, quel instrument jouerais-tu? Un instrument. Ah, mais moi, j'aime ça, les cordes, mais... Oh, je sais pas, un petit violon. C'est joyeux. Ben, ça peut être très triste aussi, mais à Novalène, ça, c'est un instrument qu'on joue beaucoup pendant les fêtes. C'est très...
On fait des petites danses. C'était très... Oui, non, je pense que ça serait le violon. OK. Ouais. J'ai appris, par contre, un peu la harpe quand j'étais jeune, mais je n'étais pas très bonne. Ah, OK. Bon, ben, tu as essayé au moins. Oui, je sais. OK. Quel est ton plus gros défaut? Plus gros défaut. J'ai pas de défaut. Non, c'est une blague. Non, je pense que... je pense que je suis un peu... je pense que je suis un peu colérique. OK. Oui, ouais, je pense que tu l'es. Oui, je pense que je suis un peu colérique, puis... Ouais. C'est pas quelque chose que je suis fier. Ouais. J'ai beaucoup d'émotions en moi, puis quand ça sort, il faut que ça sorte. Fait que... Mais... ce serait quelque chose que j'aurais à travailler, ça serait ça. Là. Ça sert pas à... C'est important, la colère, c'est valide comme sentiment, mais il y a des façons plus saines d'y prendre part. Si tu n'avais pas été noble, quel métier aurais-tu aimé pratiquer? Vite de même, mes cuillères. Ou j'aurais ça, là? Non. Écuyère! Oh my God! Ou palefrenière. J'aurais travaillé dans les écuries, c'est sûr. Ouais. J'aurais... sinon, tu sais, parce que j'aurais dû faire autre chose. Mais j'aime tellement ça, les chevaux. Tout par rapport aux chevaux. J'aurais été cochère, je serais bien contente tant que je suis proche des chevaux. Ouais, cochère, palefrenière. J'aurais peut-être aimé ça, élever des animaux, je sais pas, avoir ma petite ferme. Mais tant que je suis avec des animaux sur 4 pattes, ça fait mon affaire. OK, ça marche. OK. Quel est ton sport préféré? L'équitation. L'équitation? L'équitation, T'es pas arrivé avec un cheval? Oui, monsieur le docteur. Ton cheval s'appelait Monsieur le Docteur? Oui, parce qu'il guérit les maux du cœur. Je sais pas si on peut... Ben oui, l'équitation, c'est un sport. Sinon, certainement pas la nage. Je déteste l'eau. C'est ça, tout ce qui se fait sur un cheval, là. Moi, j'aimais beaucoup ça, les... comment on appelle ça déjà? Tu sais, quand on se fonce dessus avec des... avec des genres de javelots sur un cheval? Ouais. Oui, je sais pas c'est quoi le nom, mais je sais de quoi tu parles. Et en anglais, en Durant, on dit jesting, I think. Okay. Quel était ton plus grand rêve? D'être maman. Oui. D'être maman, j'aurais vraiment aimé ça, avoir une petite famille à moi. Vraiment, une petite famille à moi, là. Je veux dire, on peut pas tout avoir dans la vie, mais... je m'en fous que ça aurait été dans un château, dans un shack, dans une petite cabane, une maison, mais... avoir mes chevaux, plein d'enfants, avoir mon petit mari ou femme. Je pense que les deux, c'est possible. Mais... Ouais, j'aurais aimé ça, là, voir mes petits potons grandir, puis les voir partir de la maison, puis vieillir, puis faire des gâteaux. Je sais pas si je serais bonne en cuisine, j'ai jamais vraiment fait, mais... Est-ce que t'es plus matinale ou nocturne? Le matin. Le matin? Oui. Ouais. Moi, j'aime ça, là. Moi, j'aime ça, là, prendre les rênes, là, de la journée, là. Puis, moi, là, tu sais, depuis que je suis revenu à la vie, je dors plus, là, mais je dormais déjà pas beaucoup. Non, moi, j'étais pas une grande dormeuse, là. Puis, finalement, si tu pouvais dire, quelle est ta manière préférée de te détendre? Moi, j'aime... moi, j'ai toujours aimé ça, laver des chevals. Je te jure, c'est très... je te jure, ça a peut-être l'air fou, mais vraiment, tu sais, prendre le temps de bien les laver, de leur passer la brosse, de leur parler, de les nourrir. Non, moi, je trouve que c'est très méditatif. C'est... Ouais. OK. Merci, Hilde. Merci à toi, mon petit ange. Ça fait le tour de mes questions pour toi. Merci d'être un petit peu revenu à la vie pour une 3e fois pour répondre à mes questions. Quand tu veux, mon minou.
Wow. Ben, merci d'avoir été là. Merci d'avoir eu ce parcours avec les rescapés de l'Ox. Hey. Merci d'avoir apporté tout ce que tu as eu à apporter. Tu as été un ajout précieux au groupe durant ces 8 épisodes. C'est fun. Bravo, Jérémy, pour ce beau personnage. Merci, Liliana. Ça me fait plaisir. J'ai eu beaucoup de fun. Ça a fait du bien de l'incarner une dernière petite fois. Oui. Parfait. Est-ce que tu aimerais rajouter un dernier petit mot, un dernier petit quelque chose? Merci. Ben oui, merci à vous, les auditeurs, les Patreons. Merci pour tous les beaux commentaires que vous avez fait sur Hilde, sur ma présence. Ce n'est qu'un au revoir. Peut-être reviendrai-je un jour sous d'autres formes. Et puis vous pouvez toujours me retrouver à Vin Nature avec ma chère et unique et fantastique. J'en dis beaucoup de mal, mais j'ai beaucoup de confiance en elle. C'est ta manière de me dire. C'est mon love language. Oui. Bon, ben merci tout le monde pour ce bel épisode. On se retrouve la semaine prochaine. On ne sait pas encore avec qui on va voir. Ça va être une petite surprise. Nous verrons bien. Parfait, ça marche. Bon, ben merci mon ami. Merci, c'était le fun. Gros bisous. Bye tout le monde. Ah ben voilà, il nous entend. C'est sa manière de nous communiquer. Il faut juste me mettre une petite crise Mais de c'est voix vraiment, chaque mais fois. Joe, présentement, il y a vraiment C'est comme le dieu omniscient. le dieu omniscient, mais comme qui est silencieux, là. C'est comme le démon omniscient, en fait. Ouais, c'est comme pas un dieu omniscient, C'est juste Satan qui est constamment là, puis qui nous entend, puis qui peut... Parce que là, normalement, Joe peut nous parler dans un micro, mais là, il peut pas. Fait que je pense qu'il va s'assurer à plusieurs reprises dans l'épisode de me crisser une petite voix de chipmunk quand il aimerait avoir de l'attention, mais qu'il peut pas. C'est vraiment notre dieu trickster, là.